On n'a pas de vidéoprojecteur, mais on va se débrouiller avec des choses comme ça. Vous voyez? Oui. La lumière le voile sous le spot là-bas. Voilà. Le voile d'Isis. Donc là, on va parler un peu de l'invisible. C'est pour ça que je vous ai montré un petit peu le plasma. Donc il y a des choses que c'est pas très courant. Donc le monde de l'invisible, ici là, c'est l'alchimiste qui passe à travers la bulle et qui va regarder les rouages de l'univers. Et donc d'où vient le proverbe, percez et vous verrez. Donc, du coup, bien sûr, on a toujours la lune, enfin, le soleil, la lune, les étoiles. Donc voilà, on va parler un peu de planète, système solaire. On va avoir la tête dans les étoiles. Ouais, super. Okay. Et les pieds sur terre, parce qu'on va beaucoup parler de tellurisme. Énergétique, etc. Donc du coup, bon, ben moi c'est Nance, vous me connaissez un petit peu maintenant. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler un peu de tout ça, c'est parce que dans cet asso on fait plein de choses. Et vous m'entendez souvent parler, ouais, là il y a un réseau diamant, là il y a un réseau truc et tout. Donc j'ai voulu essayer de, enfin je vais essayer de vous éclaircir un petit peu ma passion, qui est la géobiologie et l'énergétique. Donc moi je vais vous parler essentiellement des travaux de Georges Pratt. Voilà. Donc son bouquin c'est L'architecture invisible. Ça revient à ça, l'intro. Le monde de l'invisible. Mais qui est très palpable au final. Il suffit juste de le regarder. Parce que ce qui est sacré est secret. Très bon. Oh les groupies. Les Ah, secrets. bravo. Les secrets. On faillote parce qu'il y a autre chose derrière. Voilà, voilà. Oh les groupies. Donc J'adore. là, je ne sais pas si vous voyez. Non mais ça marche super bien en fait. On va Avec travers. l'éclairage derrière ça marche bien. Voilà. Donc là c'est notre Terre. Ok. Là c'est notre Terre dans notre système solaire. Notre système solaire dans un autre système. La galaxie encore plus grand, plus grand, plus grand. Et nous en fait on est là. Donc la question en anglais c'est est-ce que nous sommes tout seuls? Je ne sais pas comment répondre mais je pense pas. En tout cas pour vous dire qu'on est tout petit mais à la fois qu'on a une grande place dans l'univers parce que preuve en est, on est là pour en discuter. Donc du coup, Tu peux faire passer s'il te plaît parce que moi je vois pas très bien. Voilà, Si c'est possible. bien sûr. Donc dans le système solaire, donc on a notre soleil qui nous envoie plein d'ondes en fait. Elles sont pas très sympas finalement. Et si on n'avait pas tout un système de protection grâce à notre super champ magnétique, eh bien on serait désintégré ou brûlé ou gelé de suite. Donc du coup le soleil en fait il n'envoie pas de chaleur. Au contraire de ce qu'on pourrait croire et ce qu'on nous apprend à l'école. C'est vraiment que des ondes scalaires, des ondes magnétiques. Et c'est en fait la ionosphère qui nous protège, qui fait écran quelque part et qui transforme en fait ces ondes en chaleur. Parce que quand on sort dans l'espace, ben, il fait moins de 100 et quelques degrés, même si on est face au soleil. Donc ça prouve bien que ce sont que des ondes que l'on reçoit. Je vais passer ça. Donc du coup notre planète, en tout cas on va parler dans notre galaxie. Il y en a plusieurs. Alors là je vous ai mis les symboles de Mercure. Enfin les symboles, le Mercure, tout ça, mais j'ai essayé de faire une correspondance entre les planètes et les métaux. Parce que, comme on verra plus tard, je pense que lors des équinoxes ou quand il y a des planètes qui passent en astrologie, tout ça, ça nous dérègle. Parce que c'est justement le métal qui est associé à cette planète qui vient rentrer en résonance avec nos réseaux à nous. Donc du coup, le Mercure, bon, ben, vous l'aurez compris, c'est lié au Mercure. Le Vénus, c'est le cuivre. La Terre, bon ben, je pense que c'est le regroupement de tous ces métaux, hein, c'est la quintessence de tout ça. La Lune, c'est souvent lié à l'argent. La planète Mars, c'est le fer. La guerre, tout ça.
Jupiter, c'est l'étain. Saturne, c'est le plomb. Le saturnisme avec les Romains, etc. Uranus, c'est l'uranium. Et le Neptune, c'est le neptunium. Alors celui-là, je vous avoue que je ne sais pas qui c'est encore, je ne sais pas encore trouvé. C'est rare. Mais c'est très rare. Et le Pluton, c'est plutonium. Moi, j'aime beaucoup le réseau plutonium, qui est très très rare. Peut-être parce que c'est notre planète la plus loin, on ne sait pas. Mais en tout cas, le plutonium, quand on l'a vu la semaine dernière, là, ça pique. Il y a d'autres petits symboles aussi ici, enfin vous verrez, je vous laisse passer le slide. Enfin je vais le garder parce qu'il faut que je vous parle de ça. Ouais. Donc du coup sur notre planète qui elle est tellurique, c'est un aimant. Donc on a tous appris à l'école qu'il y avait un pôle nord et un pôle sud. Donc du coup c'est la base de notre... c'est ce qui crée notre protection. Hein. C'est le champ magnétique. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça ici, si vous voulez sur le slide là, c'est la courbe du soleil et là c'est le plan d'écliptique dans la galaxie. Donc le soleil, il passe un coup en dessous et un coup au-dessus du plan d'écliptique. Et comme dans l'hermétisme, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout marche comme ça. Donc nous aussi, on est un coup au-dessus de l'écliptique et un coup en dessous de l'éclictique. On en reparlera tout à l'heure, mais on en a parlé cet après-midi, pour les solstices. Et du coup, tout le monde tourne autour du soleil. Mais là, sur ce slide-là, en fait, on voit que les orbites ne sont pas toutes les mêmes. Même si tout le monde tourne autour du soleil, il y a des planètes qui tournent avec des degrés différents. Et du coup, leur influence est plus ou moins importante en fonction de leur passage. On peut parler de masse aussi, de planètes, etc. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Donc je vous fais passer... Le pôle nord et le pôle sud, on pourrait les différencier en disant pôle positif, pôle négatif ou pas? Alors à ce moment-là, on pourrait aussi dire que dans le pôle positif et négatif, c'est-à-dire que plutôt à l'équateur, on serait neutre, enfin on serait neutre plus et moins, enfin ça dépend, mais c'est plutôt comme une... C'est difficile comme question. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on pourrait... nous on dit ça, on dit que c'est le nord est en haut et que le sud est en bas, alors qu'avant, il me semble qu'on disait que c'était le sud, nord, sud. Il me semble. Et on l'a simplifié en disant comme ça. Mais je crois que dans les anciens écrits, à l'école, on apprenait ça sud, nord, sud. Mais à vérifier. Ou nord, sud, nord. Mais je crois que c'était plus du sud, nord, sud. Mais nous, on a simplifié comme ça, parce que j'ai un slide qui va vous montrer. Voilà. Parce qu'on ira un peu plus tard, tout à l'heure, tout est vortex. Alors le vortex, c'est le Thor. C'est cette petite bestiole là. Bon, c'est une bonne question en tout cas. Donc voilà, je vous fais passer ça. C'est quoi Mickey? Milky Way, c'est la Voie lactée. C'est pas le voilà, c'est ça. Tout agréable avec plutôt poileuse. Voilà. Chez Morissette, vous la verrez très bien, la Voie lactée, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, et que dans des lieux comme ça, à la campagne, c'est vraiment qu'on voit des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Tu les as vus? Donc on va parler de métamachines. Ok. Donc Ça, je connais. les métamachines, C'est un groupe de métal. voilà. C'est vous métamachine. La métamachine, là, donc ici c'est un dolmen, je pense que vous le voyez ou pas, je sais pas. Plus sous la lumière. Voilà. s'il te Est-ce plaît. que tu Voilà. peux te mettre de l'autre côté de la plante, s'il te Ben, plaît? ouais, Parce mais- On va bouger la plante. Ça, on va coucher. Voilà. Vous n'avez pas les yeux infrarouges? Pour être sous la lumière, comme ça. C'était la plante. Voilà, reste à droite et montre... Voilà. Ouais, c'est bien Là, comme ça. c'est bien. Ah, super. Nickel. Super. Donc là c'est donc la métamachine.
Et la métamachine, en fait, son truc, c'est de créer un vortex et de faire la communion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ok? Donc du coup, le tore qui est là c'est un double tore, c'est-à-dire que il y a ce tore-là qui est ici, là. Et du coup, c'est comme l'aimant de notre planète, parce que ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. À chaque fois, ça circule. Et on passe d'un plus au moins, du moins au plus, constamment, dans ce sens, mais aussi dans l'autre sens. Parce qu'il n'y a pas de côté positif ou de côté négatif. Comme la Milky Way, notre grande Voie lactée, toutes les grandes voies lactées, ça s'appelle la Svastika. Mais la Svastika, on la connaît sous la forme de la croix gammée. Mais la croix gammée, elle est ni plus ni moins. C'est pas une forme qui est ni positive ni négative, c'est soit on tourne dans le sens d'évrogir, soit d'estrogir, soit dans le sens des aiguilles du monde, soit dans le sens inverse. Mais il n'y a pas de plus ni de moins. En fait, c'est juste de l'eau. Parce qu'il y a un sens où on prend l'information d'en haut et on la met en bas, et un sens où on fait remonter l'information du bas vers le haut. Et nous sommes une antenne, et notre rôle c'est ça. C'est constamment de faire le lien entre le haut et le bas. Et du bas vers le haut. Ça va jusque là? Bon. Donc du coup, comme on en est là, dans le tore, vous connaissez tous ce symbole-là. Phi. Mais phi finalement, ça rime en plus, phi finalement. C'est un tore, comme on le voit ici, et un tore comme ça. Donc Jean-Luc, quand on parlait du vortex, finalement, il est dans ce sens-là, il est, on va dire, primaire, et comme ça, il est secondaire. Et du coup, notre Voie lactée, elle fait exactement ça tout le temps. Il y a toujours un centre. Mais nous, on ne le voit pas parce qu'on voit tout à plat. Parce qu'on est en 2D, 3D, mais notre monde à nous, il est plat. Ça fait une sphère alors, s'il y en a C'est une sphère. Voilà, parce que s'il y en a dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens, ça fait une sphère. C'est ça. C'est exactement comme l'arc-en-ciel. Quand on voit l'arc-en-ciel, finalement, c'est une goutte d'eau qu'on voit sur une coupe sur l'axe est-ouest. Parce qu'on a parlé du sens de la tellurique de la planète, donc du nord vers le sud, donc sens magnétique, mais la planète sur le sens est-ouest, comme ça, c'est son sens électrique, électromagnétique, une tension. Et c'est ce qui va gérer les axes principaux telluriques. Soit on dit qu'on a des axes nord-sud, soit on a des axes est-ouest. Et après, on aura bien sûr des angles à 45 degrés de cela. Et tous les réseaux sont comme ça, soit nord-sud, est-ouest, soit à 45 degrés de ces réseaux-là. La constante de l'univers, c'est phi. Donc phi, c'est depuis la nuit des temps, on utilise cette mesure-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on construit sur phi, on a ces formules-là, et du coup on est dans le sacré. Et du coup, on attire le sacré. Parce qu'on se met à l'image du créateur, quelque part. Donc chez nous, c'est phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Ça fait 1, 618, 0,3, etc. Il y a Howard Crowhurst, je ne sais pas si vous connaissez, qui explique très très bien comment faisaient les bâtisseurs. En faisant un carré plus un carré, on obtient une diagonale. Et c'est ça qui fait phi à chaque fois. Si on se base avec ça, ces maths-là, parce qu'au final, ça va faire peut-être un petit peu mal, mais on va parler un petit peu de maths. Mais tout est dans la constante de l'univers, tout est triangulaire et tout est mathématique. Là, vous avez le tétraèdre. Et on va dire la première tétraèdre, c'est par 3. 3, c'est déjà une base d'isostatisme, on ne peut pas bouger, et c'est les 3 points pour créer un premier volume en 3D. Donc c'était le tétraèdre, il est ici. Ensuite, on a le cube. Le cube, il est là, en 3D. C'est exactement Métatron aussi. Ça, si vous regardez bien, c'est un cube en 3D.
Alors là, après quelques verres de pinard, je suis obligé. Mais oui, il est là. Il est là. Ça, là. Je l'ai vu. Ah bah voilà. Tu l'as vu. Je l'ai vu. Ah bah du coup, Tu le revois. gros verre, c'est de l'eau là. Non, c'est du pignon. C'est du rhum liquide. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les formules, enfin des formes de ces Platon. Platon, déjà, il y a 2000 ans en arrière, il parlait déjà des solides de Platon. Donc avec toutes ces formes-là, ces 5 solides de Platon. Et finalement, on pourrait dire que c'est les étapes que notre planète a suivies jusqu'à aujourd'hui, a été modifiée. Et c'est là où je vais vous prendre le slide. Ça veut dire quoi, slide? Slide, c'est ça, mais en photo. Slide, c'est glissé. Voilà, C'est sans ordi. c'est sans ordi. Hein. C'est comme Voilà. un ordi, un PPS, mais manuel. Ça, en fait, on pourrait dire que l'univers, il est un coup en expansion et un coup il rétrécit. Un coup en expansion et un coup il rétrécit, mais à la fois, il est toujours en perpétuelle évolution. On nous le dit à l'école, l'univers est courbe et en perpétuelle évolution. Mais il se rétracte aussi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il change de forme cristalline. C'est-à-dire que, si vous me suivez, un coup, il est... En cube. Il est en cube, voilà. Un coup en triangle, un coup en octogone, un icosaèdre, etc. Et après, il rétrécit. Et on va lier ça avec la montée en fréquence de toute chose. On va dire que plus on monte en fréquence, plus on a une surface complexe. Et donc plus on va... Alors j'aime bien le terme de Nassim Haramein, va voxeliser le pixel. Donc c'est le pixel en 3D. Plus on augmente la def, meilleure est la qualité du jeu, quoi. En gros. Et donc comme on est dans une simulation, on avait parlé tout à l'heure, donc plus on est dans un icosaèdre, c'est là on aura non, le dos oui. Plus il y a de facettes. Icosaèdre, plus il y a de facettes, plus C'est complexe. c'est complexe et du coup il y a plus de choses à expérimenter. C'est une sorte de nuance en fait. Ouais, de nuances. Là, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était le néolithique. Là, on va dire que c'est plus dans le tétraèdre. C'est vraiment très carré, enfin très cubique. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup d'angles. Et aujourd'hui, où on est au summum et on monte en fréquence, on est capable d'avoir des cathédrales avec un raffinement gothique, de plein de détails. Et, C'est des bâtiments carrés comme vous. ouais. Alors, sachez que il n'y a pas que notre planète, que les planètes qui sont telluriques, qui ont aussi cette caractéristique-là. Et je vais essayer de vous démontrer grâce à cette photo de Jupiter. Non, Saturne. Saturne, pardon. Saturne avec Vous voyez en haut, on retrouve aussi Saturne. une forme à 6 côtés. Donc c'est le carré vu de 3 quarts aussi. Cette forme en fait, c'est le carré vu de 3 quarts. Mais là, c'est en fait le Combien de côtés? 6 côtés, c'est ça? 6 côtés, donc c'est un Un octogone. Hexaèdre, en fait, c'est Hexagone. le carré qu'on voit de 3 quarts en fait. Là, En fait, ouais, le hexaèdre en fait. Donc ça représente aussi Saturne et le côté saturnien en fait, du carré noir en fait. ouais, en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que même si c'est une planète gazeuse, elle est aussi soumise aux règles de tout est en haut et comme ce qui est en bas. Et du coup, il n'y a pas que le tellurisme qui crée des formes géométriques et que ces planètes-là, elles aussi, sont susceptibles de changer de forme cristalline en fonction de l'évolution dans le temps. Soit on monte en fréquence, soit on baisse en fréquence. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une montée en fréquence ou une baisse en fréquence. Et concrètement parlant, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans cette forme-là, c'est un volume. Ok. Mais si je casse ce volume, je peux le transformer en carré. C'est cool. Je ne sais pas si je vais y arriver du premier coup, mais... C'est cool ça comme truc. Enfin, on peut changer de forme, vous voyez, avec le même volume. Et du coup, arriver à soit un rond comme c'était tout à l'heure, soit différentes formes, ou à un moment, on peut arriver à un carré. Je peux vous laisser vous amuser s'il y en a qui veulent. Mais on peut arriver à un carré. C'est génial ce truc. Et donc du coup, hop, on rétrécit en forme, malgré que le volume soit le même, à la base. C'est génial ce truc. Ouais, les
Le Ouais. C'est le vert. côté masculin, le carré, le côté féminin aussi. Et pour en finir avec la cristallisation des choses, alors là, je vais vous parler de quelque chose, mais il y a ceux qui ont suivi ma première conférence, ben, ça va être une révision, mais je vais vous quand même le remontrer. Ça, c'est ce que vous trouvez sur Internet. C'est une grille des lignes ley. Alors la ligne ley, on va dire que c'est des lignes qui relient tous les certains points qui sont finalement un icosaèdre sur notre planète. Mais moi, quand j'ai vu ça la première fois, ça me parlait pas beaucoup. Donc je me suis dit, je vais le représenter Tu peux me remettre un coup parce que je suis pas sur un globe. Et je l'ai fait, et ça me parlait toujours pas trop non plus. Alors j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais le représenter sur la Terre vue à plat. Et là j'ai tracé les mêmes points que tout cela. Et là du coup, les lignes qui sont là, c'est les lignes ley, comme on peut avoir la ligne Saint-Michel, par exemple. Du coup, j'ai eu un petit flash dans ma tête, à un moment, je me suis dit, tiens, l'arbre de Séphiroth. Et j'étais pas loin du truc, puisque l'arbre de Séphiroth, finalement, je l'ai stylisé pour m'adapter en fait à ma carte. Donc, ouais, comme ça. C'est le même, hein. Mais c'est juste pour pouvoir m'adapter à ma carte. Et là, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que là, ici, avec cette forme-là, vous voyez, tout s'aligne. Et en fait, quand je vais tourner, je vais m'apercevoir que finalement, ça va s'aligner sur 5 positions. Donc on peut en déduire que notre planète est sous une forme cristalline à 5 branches. Actuellement, en tout cas. Voilà. Et en plus, on a aussi les 3 ceintures, comme on verra un peu plus loin, des métamachines, avec le 1, le 2 et le 3, la troisième ceinture. Comment t'as appelé ça? Je connais pas. Ça, Oui. l'arbre de Séphiroth, comme ça. C'est l'arbre. C'est l'arbre de vie aussi. L'arbre de vie, c'est l'arbre de Séphiroth, c'est la base de la Kabbale. C'est les 10 points. Enfin bon, là-dedans, en fait, il y a tout ça, quoi. En fait, c'est la représentation de comment la lumière elle se densifie à travers le changement, à travers le passage de toutes les étapes qui vont créer la matière en fait. Passer de la sphère au carré, au cube, enfin puis toutes les autres sphères, en fait, tous les... Ben, effectivement, là c'est vrai qu'on a avec toutes les les qualités formes. qui sont associées à chaque planète. On a toutes les formes et ouais, je te rejoins tout à fait. Ouais. On peut remettre les planètes, les séphirotes, c'est des qualités aussi, des aspects en fait, yin, yang, enfin on peut retrouver beaucoup de choses. Ben ouais, c'est la base de la Kabbale, donc c'est Voilà, beaucoup c'est d'hermétisme, juste, il y a vraiment toutes les lois là-dedans. Ben, je vous invite à regarder sur internet l'arbre de Séphiroth ou l'arbre de vie ou la Kabbale, enfin bon, il y a plein de choses. Pour rester dans le symbolisme, je vais vous parler de... Regardez la première conf, il explique tout qui est sur YouTube, sur la chaîne YouTube, sur ça. Merci. Nikola Tesla, il disait, si vous voulez comprendre l'univers, il faut réfléchir en tant que fréquence, intensité et vibration. Donc du coup, si on prend un petit schéma, et qu'on prend ici le temps, et là la force, l'intensité ou la puissance, là, si on fait uniquement ça, on a une période, un instant T, d'une fréquence complète. Mais cette période, on peut la diviser en 4. Avec déjà une partie supérieure, positive, et une partie inférieure, 2. Et cette même période, je peux la diviser en 2 aussi, une période qui monte, positive, et une période qui descend. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. 4 temps. Dans les 4 temps, c'est les 4 points cardinaux. C'est les 4 bras de Shiva. C'est les 4 saisons. Et effectivement, les 4 saisons, c'est très bien parce que quand on prend le déplacement de la Terre, on pourrait dire printemps, été, automne, hiver. Et à chaque fois, ici, 0, c'est le plan de l'écliptique.
coup, on est en progression sur le printemps, et on va arriver en haut là. Et là, on arrive ici, le monde d'en haut, et en là, c'est le monde d'en bas. Et au milieu, c'est l'axe de la Terre. D'accord? Ici, c'est l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, et on fait un cycle. D'accord? Là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu d'où viennent les chiffres. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Voilà, ce que je vous parlais, c'est de Bernard Weber. J'adorais Bernard Weber, j'adore toujours. Mais Bernard Weber, il a une façon simple d'expliquer les chiffres qui me plaît. C'est-à-dire qu'ici, on a l'axe du monde d'en haut, et là, le monde d'en bas. Le 0, lui, il est exactement pareil entre le haut et le bas. C'est le néant, c'est l'Ouroboros. Le serpent qui se mord la queue, c'est le cycle infini de la vie. Le 1, c'est le minéral. Le 1, il touche à peine le monde d'en haut, mais il a enraciné dans le bas. Le 2, c'est le végétal. Lui, il est tangent vers le monde d'en haut, et il est toujours enraciné vers le bas. Le 3, c'est l'animal, tangent en haut, tangent en bas, et il peut se déplacer. Le 4, c'est l'être humain, mais qui veut se faire vacciner. Il est juste à la croisée des chemins. Il n'est pas encore bien finalisé, cet être humain-là. Il est dans son corps, mais il n'a pas encore trop d'esprit. Donc il se cherche, il est à la croisée. Le vrai humain, c'est l'être humain numéro 5. Celui qui est enraciné dans l'esprit et qui est tangent simplement vers la Terre. Du coup, au-dessus du 5, c'est l'archange, ou l'ange gardien. C'est le 6. C'est-à-dire qu'il touche en haut, enfin il est dans le monde d'en haut, mais il est tangent au monde du bas. Le 7, c'est Dieu. Lui, il est enraciné complet dans le ciel, et il touche à peine le terrestre. Le 8, c'est l'infini. Finalement, c'est le tor, c'est l'octave, c'est la gamme, c'est le temps, c'est le cycle de l'infini entre le monde, c'est la grande fréquence. Et le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est-à-dire que le 9, c'est le basculement. Si on ne respecte pas ce cycle-là, enfin, c'est pas si on ne respecte pas, mais si on ne le comprend pas, on va passer notre vie à faire l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et on va toujours tourner en rond. Si on veut sortir de la gamme, si on veut passer vraiment dans le monde d'en haut, il faut qu'à chaque cycle, on augmente d'un cran, de spirale. Ok? On fait la même chose à plat. Si on tourne en rond, on fait ça. Mais si on veut monter, il faut le monter en forme de spire. Paf, quand on fait un tour, on a progressé d'un niveau de conscience. Donc les métamachines sont là, en fait, pour vous faire monter de niveau de conscience. Pour vous faire aller beaucoup plus rapidement vers l'autre cycle d'après. Et pas passer sa vie à se réincarner dans cette matière-là. Les métamachines sont là pour vous faire gagner du temps. Donc là, c'est toujours sur l'infini, j'adore cette image-là. Le cycle de la vie avec au début, bon là c'est l'homme adulte, et puis il vieillit, puis il y a la mort qui arrive. La mort, c'est celui qui vous met hors du corps, l'âme hors. Et du coup, la naissance, et on progresse. Et du coup, c'est l'infini, la boucle. La vita aeternam, on reste incarné là-dedans si on n'a pas cette progression du tort. Ça, j'en ai parlé. Donc du coup, le tort, on le retrouve partout, que ce soit sur la planète, même sur donc les formes, le monde d'en haut et le monde d'en bas avec un arbre, l'enracinement ou alors au-dessus. Je vais vous faire passer quelques slides, enfin quelques trucs. Et ça aussi. Vous avez des questions? Donc comme on a vu que c'était une planète tellurique, il y a des courants. Et vous avez sûrement dû remarquer ça chez les Égyptiens. Et ça finalement j'adore parce que finalement ça représente la base de la géobiologie des lieux sacrés. C'est-à-dire que quand une énergie du bas rencontre une énergie opposée, ça crée une boucle d'énergie.
D'accord. Et donc toutes les métamachines qu'on va regarder, c'est fait pour créer une boucle d'énergie, pour pouvoir faire le lien entre le haut et le bas. D'accord? Alors, pour qu'il y ait une métamachine, il faut plusieurs conditions. Et l'élément essentiel, c'est l'eau. Et l'eau, c'est l'information. D'accord? L'eau, alors là, je ne sais pas si vous vous rendez très très compte, mais là, c'est une faille souterraine avec de l'eau qui circule. Voilà la photo jolie, je vous l'ai mise. Bon, pas de truc, mais je vais balancer ça. Donc voilà, l'eau c'est l'information. Et donc pour qu'il y ait une métamachine qui existe, donc là c'est un dolmen, et là c'est une église, mais finalement c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut une croisée d'eau, ou là, et la croisée aussi d'un réseau tellurique. Donc là j'ai représenté un croisé d'eau, enfin or-argent, double, mais ça aurait pu être simple aussi. Là c'est une métamachine un petit peu évoluée, puisqu'on a un réseau or et argent à 45 degrés. Là on est toujours dans le nord, sud, est, ouest, et là on est à 45 degrés. Vous comprenez ce principe-là? Et on retrouve pareil sur notre église. Et on va avoir aussi ces croisées. Ça c'est la base de la configuration d'une métamachine. Et l'eau que je vous ai dit tout à l'heure, ça marche aussi avec une faille. Il faut qu'il y ait une faille, c'est hyper important. S'il n'y a pas de faille, ça ne peut pas fonctionner. Parce que la faille, c'est l'icosaèdre ou les dodécaèdres, les formes géométriques sacrées que je vous ai montrées, cristallines, c'est elles qui donnent les failles, les directions, les angles. Donc là, sur un dolmen, enfin un tumulus, une allée funéraire comme on appelle, mais donc du coup, la faille est toujours dans l'axe de l'entrée.